Walnut Grave. Écrit et lu par Romain Patureau. Ivresse et insomnie. Bill Robinson avait connu beaucoup de situations désastreuses. Son passé d'officier confédéré avait débuté sur les champs de bataille de la Virginie pour s'achever par cet abattement que l'armistice avait provoqué. Détesté chez les uns pour cette guerre perdue d'avance, haï par les autres pour son ancienne allégeance à la cause esclavagiste, le vieux Bill avait abandonné son domaine familial pour bâtir son propre empire. Catholique convaincu, il avait trouvé dans la nouvelle Walnut Grave un parfait terrain de jeu pour ses rêves de bâtisseur. À l'aube du XXe siècle, Bill Robinson était tout ce qu'il avait voulu être. Un époux, un père, un chef d'entreprise, un héros de guerre. Ses cheveux avaient déjà blanchi quand Joseph Miller de San Francisco lui avait offert un partenariat pour dominer le cheval de fer américain. L'association Robinson-Miller avait alors pris le contrôle du réseau ferroviaire du Tennessee et des États alentours. Au fil des années, le vieux Bill orienta son fils vers la voie qu'il avait lui-même suivie. Tant pis s'il mourrait avant d'atteindre New York, Malcolm s'en chargerait. En février 1902, il était époux, père, beau-père, grand-père et chef d'entreprise. Malcolm allait bientôt le remplacer à la tête droite de l'Empire. À des centaines de lieues vers l'ouest, l'autre tête avait déjà changé en la personne de Kane Miller. Tout comme Bill, Joseph avait fait de son fils bien-aimé un monstre de l'industrie. Unis, les deux familles pérenniseraient l'empire de génération en génération. En mars 1902, il était seul. Malcolm et sa famille avaient été emportés dans une ruelle sombre de Walnut Grave la maudite. L'épreuve fut difficile à supporter pour le vieux Bill. Son épouse ne put survivre au chagrin. Plus dur encore fut l'attente avant que n'arrive enfin l'heure de la vengeance, personnifiée par le Cavalier Noir. Et plus de 10 ans après, en juin 1913, le visage ensanglanté de son petit-fils, blotti dans les bras de ses parents, tourmentait encore son esprit. Ce soir-là, le vieux Bill avait besoin de se vider la tête. Il était toujours hanté par les mots de Joe Siegel. Solitaire, il alla profiter quelques heures des fauteuils du grand salon de son manoir. La bibliothèque des Robinson était des plus foisonnantes, et le vieux directeur avait su exploiter toutes les ressources littéraires qu'elle regorgeait. Mais ce soir-là, il choisit la compagnie des vers mélancoliques de Tristan Corbière. Les heures filèrent. Comme à l'accoutumée, Bill se perdit dans les rimes et les métaphores éloquentes du poète français. Il sortit de sa torpeur poétique quand minuit sonna. Le vieux Robinson délaissa les songes de l'incompris et se dirigea vers ses appartements. Fatigué et impatient de rejoindre son lit, Bill se hâta dans les longs corridors du manoir jusqu'à passer devant la chambre de Kane. Une lumière s'échappait sous le bas de la porte. L'inquiétude le poussa à toquer à plusieurs reprises. Il attendit.
aucun son n'émana de la pièce. Il se remit à frapper à la porte, encore plus fort, sans entrevoir la moindre réaction. Son inquiétude prit le dessus. Il osa tourner la poignée et pénétra dans la chambre. L'angoisse de Bill s'atténua quand il découvrit Kane assis par terre dans son habituel costume de directeur. Dans sa main, il tenait une bouteille d'alcool à moitié vide. Décoiffé, pieds nus, blotti dans un coin, le visage rougi par la boisson, Kane ne releva même pas la présence de Bill. D'aucuns se seraient jetés au secours de cet homme en pleine dépression, haletant sous les assauts de l'alcool. Mais le père Robinson conserva son sang-froid. Il se contenta de hausser les épaules et prit place face à Kane sur le parquet. C'est la 3e fois cette semaine que je te retrouve dans cet état. Tu devrais abandonner le torboyau, profiter davantage de la compagnie de tes camarades. Et toi, Bill, tu devrais lâcher tes faux airs de gentil papy. Kane tendit sa bouteille d'eau-de-vie à Bill. Avant de reprendre la parole, le vieil homme l'empoigna. L'alcool brûla sa gorge. Je t'avais dit que ce serait difficile. Prendre une vie, c'est laisser le diable emporter une part de nous-mêmes. On peut toujours se consoler en se cachant derrière les motivations. Le drapeau, la liberté, la justice. C'est pas les morts le problème. Je commence juste à croire que tu avais raison. Tout aurait été plus simple sans Robin. Sans les autres. Il aurait juste fallu une ruelle sombre, quelques cartouches, et adieu le syndicat. J'aurais même pu sortir Billy des griffes de Mandrake. Tout seul. Kane Miller, si flamboyant qu'il pouvait paraître devant ses employés et si effrayant aux yeux des criminels de Walnut Grave, n'était cette nuit qu'un pauvre enfant égaré. Le vieux Bill reprit une gorgée d'alcool. La boisson avait un goût épouvantable. Bill en vint à se demander comment Kane avait réussi à en engloutir autant dans la soirée. Billy, je crois que je commence à trop l'apprécier. C'est à peine si j'arrive à fermer l'œil la nuit quand elle n'est pas à mes côtés. Avant de répondre, Bill rendit sa bouteille à Kane. Cette partie de l'histoire n'était pas prévue dans notre plan. Rappelle-toi ton passé. Tu étais un directeur tyrannique. Tout San Francisco tremblait face à toi. C'est pour ça que je t'ai fait venir. Rien de mieux qu'un monstre pour en terrasser un autre. Que tu aies adouci ton personnage envers les employés de l'usine et le reste de la ville ? Soit. Mais nous savons tous deux la soif de violence qui sommeille en toi. Mademoiselle O'Neill pourrait-elle survivre à ça ? Elle m'a sauvé la vie. Tu crois qu'il y en a un seul autre dans cette putain de ville qui en aurait fait de même ? Tu devrais plutôt te remettre en question. Cette nuit-là, tu as manqué de vigilance. Tu as été négligent. Et ce gosse a bien failli achever la carrière du Cavalier Noir. Le romantisme n'existe pas. Personne ne tombe amoureux au premier regard au détour d'une ruelle. Surtout pas envers un homme au ventre en charpie, accroupi devant le cadavre d'un adolescent. Il est vrai que le cadre laissait à désirer. Et pourtant, je veux y croire. Dans le cas contraire, il n'y aura pas assez d'alcool dans cette maison pour apaiser ma dépression. Écoute, j'ai vu assez de Robinson se faire enterrer. Alors évite d'ajouter un Miller à cette liste. Si ça devait arriver, ce ne serait pas à cause de Billy. Non, il y a autre chose. De plus terrifiant, de plus moche encore que le joug du syndicat. Quoi ? Tu repenses à Seagull ?
Kane acquiesça d'un hochement de tête. Une énième fois, il raconta à Bill l'altercation de la rue centrale, l'excès de colère de Jerry et l'éloignement palpable de Robin. Donc, selon Shuster, Robin Finger serait en train de remplacer l'ancien syndicat du crime. C'est cela. Comme Siegel l'a laissé entendre, Jerry a tendance à se laisser influencer. Et c'est ce qui me fait peur. Vu comment il a réagi quand Charlène l'a touché, qui sait jusqu'où un mauvais esprit pourrait le conduire. Shuster a passé trop de temps dans le monde de la guerre. Plus que moi, en tout cas. Pour survivre à ses souvenirs, il s'est jeté dans le monde du spectacle, l'amenant à voir notre société comme une grande scène, où chaque détail est expliqué au public, où tout est scénarisé, où les événements qui façonnent notre existence ne sont que des lignes sur des pages de script. Quand on a commis des atrocités, c'est toujours plus facile à supporter si on peut justifier nos actes. Une vraie tragédie grecque. Le crâne noir a prouvé que des entités réduites pouvaient bien régner sur des morceaux de Walnut Martin et Dixon, je ne sais pas trop à quoi ils pensent, mais ils ont l'air de prendre une mauvaise route. Et Robin a trop joué les bons samaritains, il risque de se perdre avec des serpents comme Stone et Schwartz. Finger n'était peut-être pas censé tenir le rôle principal dans ce feuilleton homérique que nous avons écrit. Sa miséricorde envers des criminels comme ce vautour, ce Schwartz, risque de le conduire à sa perte. Au lieu de te noyer dans l'alcool, il serait plus avisé de revenir vers lui pour t'assurer que ton gentil petit médecin ne prenne pas une mauvaise tangente. Alors c'est ça ta solution ? Je me contente de l'épauler, et quand Schwartz, Stone ou Martin révéleront leur dessein, ce sera à moi de presser la détente pour les stopper ? C'est à peu près ça. Au diable, Bester, c'est qu'un petit flic, trop intéressé par les médailles. Et Shuster, trop affecté par son passé pour pouvoir réagir. Ton médecin ? Quelle plaie ! Tu te rappelles notre dispute ? Quand tu m'as parlé pour la première fois de votre pacte ? Ne jamais tuer sauf en cas extrême ? Ha ! Vous auriez dû tous les abattre comme des chiens. Siegel, Stone, Mandrake, Oswald, tous sans exception. Mais non, il a fallu que vous jouiez les justiciers, avec encore plus de témoins gênants, et surtout que vous épargniez ces salopards. Sans tes amis, tu aurais pu mettre le costume du cavalier noir au placard depuis belle lurette. Bill était devenu écarlate à son tour. Il était fatigué de cette situation, de ce bourbier sans fin qui submergeait lentement son protégé. Lui qui avait fantasmé pendant si longtemps sur le meurtre des chefs du syndicat, il se retrouvait à consoler cette épave alcoolique qui avait été son bras armé contre le crime. Je n'y serais jamais parvenu tout seul. Et ce n'est pas sur toi que je pouvais compter dans la chaleur des combats. Les batailles rangées, c'est d'histoire ancienne. C'est une autre époque. Il me fallait des gens de confiance pour m'aider, et j'ai dû me démerder sans toi pour les trouver. Et aujourd'hui, je ne reconnais plus aucun d'entre eux. Ni Jerry, ni Martin, ni Robin. Mais Shuster n'est plus là, tout comme le cavalier noir. Et je te parie ma fortune que cette charmante demoiselle Marston sera la prochaine à nous quitter. Et elle aura raison. Comment peut-on vouloir sauver des gens qui vous traînent au tribunal pour avoir évité un carnage ? Voilà pourquoi Ken Miller ne peut être un héros. Voilà pourquoi le cavalier noir ne peut vivre au grand jour. Ironique, quand on pense à tous les rats de cette ville qui préfèrent le soleil à la lune. Il t'a fallu 4 ans et plusieurs millions de morts pour comprendre que l'esclavage, c'était de l'histoire ancienne. Nous avons détruit une organisation en une seule nuit, et ça, tout le monde l'a compris. Tu refuses juste la vérité, Bill.
Tu croyais réellement que Walnut Grave retrouverait son éclat d'antan au lendemain de la chute du syndicat? Et toi? Toi qui as retourné ta veste pour passer de requin de San Francisco à Saint-Joseph de Walnut Grave. Tu aurais pu dompter cette masse indisciplinée. Bien sûr que oui, et c'est bien ce qui m'effraie le plus. Dans des circonstances extrêmes, je me vois bien aller me défouler sur tous ceux qui m'empêcheraient de mener mes projets à bien. Alors maintenant, après avoir mis en doute l'intégrité de tous tes compagnons, ne penses-tu pas que tu es bien pire? Toi qui as vu la déchéance dans cette ville. Toi qui en es venu à étudier toutes les méthodes de guerre indienne pour les appliquer dans la rue. Imagines-tu une seule seconde Robin Finger ou Martin Bester venir jouer des poings avec celui que les murmures de la rue appellent parfois l'homme le plus puissant de la ville? Ce dernier argument suffit à faire taire les élucubrations de Kane. Bill culpabilisa en croisant les yeux tourmentés de son protégé. Lentement, le vieux directeur dévia la conversation sur d'autres sujets. Il reparla de ses aventures dans l'armée confédérée. Et rapidement, Kane enchaîna sur les prouesses du Cavalier Noir. La discussion continua pendant des heures. Plusieurs bouteilles d'alcool furent vidées. Bill appréciait ces moments de détente où il pouvait échanger librement avec Kane. Dans ces périodes, il n'était plus question d'aller jouer les justiciers, ni de se venger. Cette nuit-là, Bill en vint même à reparler de son épouse. Et Kane ne trouvait plus les mots pour décrire la beauté de Billy O'Neill. C'est au milieu d'une énième tirade sur les yeux émeraudes de son amante qu'il finit par s'effondrer, terrassé par l'alcool. Le vieux Bill se surprit à empoigner sans problème le corps endormi de son protégé et à le poser délicatement sur son lit. Malgré son âge très avancé, le vieil homme avait conservé une force qui ne l'avait pas abandonné depuis la chute de la Confédération. Après avoir pris soin d'éteindre les lampes électriques de la chambre, Bill posa un dernier regard sur Kane qui dormait paisiblement. Il referma la porte et partit se coucher. Kane avait l'esprit tranquille. Voilà ce qui importait. Mais cette paix spirituelle n'était que temporaire. Dès l'aube, le tourment reprendrait, accompagné d'une très mauvaise migraine. Bill pensait avoir parfaitement formé Kane. Les armes à feu, l'équitation, le corps à corps, le stress dans la bataille, il connaissait bien tout ça. Il avait même réussi à l'influencer, pour lui donner l'impression que c'était bien de lui, Kane Miller, qu'était venu l'esprit de vengeance, et pas de ce septuagénaire fatigué qu'était Bill Robinson. Kane avait été un instrument de la croisade de Bill contre ceux qui avaient pris sa descendance. Puis, le lien s'était accru et Kane était devenu un ami. Le vieux Robinson s'était toujours méfié des Minutemen. Il avait tout fait pour leur dissimuler son vrai visage. Il préférait Billy O'Neill, dont la douceur avait eu raison de Kane. Mais ce réconfort suffirait-il à l'empêcher de sombrer dans la folie? Car Bill était certain d'une chose, qu'importe les dangers qui l'attendaient, rien ne pourrait venir à bout du Cavalier Noir.
Aïe. Attends, Charlie. Bouge pas. Aïe. Bouge pas, je t'ai dit. Aïe, putain. Ça pisse encore, bordel. C'est juste un peu de sang. Le nez est intact, t'as eu du bol. Ouais, quelle chance. Cette fois, c'est définitif, Harry. Ah, alors tu t'en vas. Tu dis au revoir avant ou tu comptes disparaître comme Jerry? Je pense qu'il vaut mieux que je disparaisse. T'en fais pas, j'ai l'habitude. Je vois. Tu vas me manquer. Nous manquer en fait. Tu deviens sentimental, Fox? Au moins, il y en a un qui est encore franc dans cette usine à gaz. Non, c'est pas ça, c'est juste que c'est pas trop la joie avec Martin en ce moment. Tu devrais t'éloigner de tout ça, Harry. Sinon, regarde comment tu pourrais finir. Et t'inquiète pas pour Bester. J'en fais mon affaire.